Vous écoutez La Chandelle de Verre, le podcast de la garde de nuit qui analyse l'univers du trône de fer. Plan et avenir de la fraternité sans bannière, par Evrak. Le personnage de Lady Cœur de Pierre, depuis son apparition dans les livres et uniquement dans les livres, a fait couler beaucoup d'encre. Motivation, personnalité, objectif. Il est vrai que, depuis sa résurrection, nous n'avons plus son point de vue, contrairement à sa première vie lorsqu'elle était encore Catelyn Stark. Ses apparitions montrent qu'elle est à la tête d'une des branches de la fraternité sans bannière, qui semble s'être scindée en deux après la disparition de Beric Dondarrion, et qu'elle s'attaque particulièrement aux Frey. Une première lecture de Feast for Crows, dont l'intrigue se déroule notamment dans le Conflent, pourrait laisser penser qu'elle cherche à se venger des Noces pourpres, qui ont vu le massacre de l'armée Stark et des bannerets de Robb, et surtout la mort du roi du Nord. Mais est-ce tout ? Un certain nombre de personnes s'interrogent sur l'éventualité des secondes Noces pourpres, dont ils n'ont visiblement jamais entendu parler. D'autres émettent l'idée que Lady Cœur de Pierre n'est que vengeance et qu'elle se contente de pendre des Frey au hasard sans plan d'ensemble, sans cohérence et sans vision à long terme. Nous allons donc faire un petit récapitulatif. Les points que nous allons aborder ici ne sont pas nouveaux, ils sont même très vieux et datent de la sortie de Feast for Crows, A Dance with Dragons n'ayant quasiment rien apporté de nouveau à ce sujet. Le but de cet article est donc de redonner une vision d'ensemble aux actions de la fraternité dans A Feast for Crows et A Dance with Dragons, de façon à montrer que, non, Catelyn ne pend pas des Frey au petit bonheur la chance, et que, oui, la fraternité agit dans des buts bien précis, même si ceux-ci peuvent être sujets à discussion. La version que nous allons présenter ici est l'une des plus communément admises. Nous n'avons pas la prétention d'apporter des informations inédites ou originales, ni que toutes ces interprétations sont des faits établis. Ce sont des interprétations logiques, mais d'autres sont possibles. Mais avant de nous intéresser à la renaissance de la fraternité sous l'égide de Feu Catelyn Tully, il nous faut remonter à A Storm of Swords et à une scène très importante de ce tome, qui est un peu la pierre angulaire de pas mal de choses et que les adeptes des théories du complot, et notamment de la grande conspiration nordienne, hypothèse selon laquelle une partie du Nord, celle qui se souvient, ourdirait un complot contre les Bolton et leurs alliés en faveur des Stark, connaissent bien. L'héritier de Robb Stark. Robb examina le monument. De qui est-ce le tombeau ? Sigil Tristifère, 4e du nom, roi des rivières et des collines. Catelyn tenait l'histoire de son père. Son royaume s'étendait depuis le Trident jusqu'au Neck. Il vécut des milliers d'années avant Jaime et son prince, à l'époque où les royaumes des premiers hommes tombaient un à un sous les coups des Andals. La masse de justice, on le surnommait. Il livra 100 batailles et en remporta 99, s'il faut en croire les chanteurs, et lorsqu'il l'édifia, ce château était le plus puissant de Westeros. Elle posa une main sur l'épaule de son fils. Sa 100e bataille, où il lui fallait affronter les forces coalisées de 7 rois Andals, lui fut fatale. Le 5e Tristifère ne le valait pas. S'en fut bientôt fait du royaume, puis du château, et pour finir de la lignée. Avec Tristifère V s'éteignit la maison d'Alluve, qui régnait sur le Conflent depuis 1 millier d'années, lorsque survinrent les Andals. Son héritier lui a failli. Robb caressa la rue de pierre érodée par le temps. Je vais espérer laisser Jane enceinte. Nous nous y sommes employés pas mal, mais je ne saurais affirmer... On n'y réussit pas toujours dès la première fois. Bien que tel ait été le cas pour ce qui te concerne. Ni même à la 100e. Tu es encore très jeune. Jeune et roi, dit-il. Un roi se doit d'avoir un héritier. Si je devais mourir durant ma prochaine bataille, il ne faudrait pas que le royaume meure avec moi. Regardez lois, Sansa vient en tête pour ma succession, de sorte que Winterfell et le Nord lui échoueraient. Sa bouche se pinça. À elle et à son seigneur de mari, Tyrion Lannister. Je ne puis tolérer cela. Je ne le tolérerai pas. Jamais le Nord ne doit tomber entre les pattes de ce nain. Non, convint Catelyn.
En attendant que Jane te donne un fils, il te faut désigner un autre héritier. Elle réfléchit un moment. Le père de ton père était fils unique, mais son père avait une sœur, qui épousa un fils cadet de Lord Raymar Royce, lui-même issu de la branche cadette. Ils eurent 3 filles, qui toutes épousèrent des seigneurs du Val. Un Vambois et un Corbray, de cela je suis sûre. Quant à la Benjamin, il se pourrait que c'était été un Templeton, mais... Mère! L'intonation avait quelque chose d'acerbe. Vous oubliez? Mon père avait 4 fils. Elle n'avait pas oublié. Elle avait refusé de prendre ce détail en compte, et voilà qu'on le mettait sur le tapis. Un Snow n'est pas un Stark. John est plus Stark que je ne sais quel hobereau du Val qui n'ont jamais ne fût-ce que posé les yeux sur Winterfell. John est frère de la garde de nuit, sous serment de ne prendre femme ni tenir terre, et qui prend le noir sert à vie, comme le font les chevaliers de la garde royale. Ce qui n'a pas empêché les Lannister de dépouiller du manteau blanc Sir Barristan Selmy et Sir Boros Blount dès qu'ils n'en eurent plus l'usage. Que j'expédie une centaine d'hommes prendre la place de John, et je suis prêt à parier que la garde de nuit trouvera un billet pour le relever de ses vœux. Il n'en démordra pas. Elle savait combien son fils pouvait se montrer têtu. Un bâtard ne peut hériter, à moins qu'un décret royal ne le légitime, répliqua Robb. Il y a plus de précédents pour cela que pour relever de ses vœux un frère juré. De précédents, repartit-elle aigrement. Oui, Aegon IV légitimait tous ces bâtards sur son lit de mort. Et que de douleur et de deuil, de guerre et de meurtre en résultat-il? Je sais que tu te fies en John, mais peux-tu te fier en ses fils, voire en leurs fils à eux? Les prétendants feu noir tracassèrent les Targaryens durant 5 générations, jusqu'à ce qu'en fait Barristan le Hardy tue le dernier d'entre eux au degré de pierre. Si tu confères à John la légitimité, plus moyen de le renvoyer à sa bâtardise. Et qu'il se marie et engendre, aucun des fils que tu pourras avoir de Jane ne connaîtra plus de sécurité. Jamais John ne toucherait à un fils de moi. Comme jamais Théon Greyjoy ne devait toucher à Bran et Rickon. D'un bond, Vangry se jucha sur la tombe du roi Tristifère, l'écrou dénudé. La physionomie de Robb ne manifestait, elle, que froideur. Voilà qui est aussi cruel qu'injuste. John n'est pas Théon. Un vœu pieux. Et tes sœurs, y as-tu songé? Que fais-tu de leurs droits? Je partage ton sentiment. Il faut absolument empêcher le Nord de tomber dans l'escarcelle du lutin. Mais Arya, regardez-la, elle vient juste après Sansa, comme ta propre sœur, légitime. Et morte. Personne ne l'a vue, ni a eu vent d'elle depuis qu'ils ont décapité Père. Pourquoi vous mentir à vous-même? Arya nous a quittés, comme Bran et Rickon, et ils tueront aussi Sansa, sitôt que le lutin aura eu un enfant d'elle. John est l'unique frère qui me demeure. Si le sort m'appelle à mourir sans postérité, je veux qu'il me succède comme roi du Nord. Je m'étais flattée que vous approuveriez mon choix. Je ne puis, dit-elle. Sur tout autre chapitre, Robb, pour n'importe quoi, mais pas pour cette folie. Ne me le demande pas. Je n'ai pas à le faire. Je suis le roi. The Storm of Swords, Catelyn 5. Cette scène est certainement l'une des plus importantes de tout le roman. Elle a différents degrés de lecture, une symbolique forte. Vieille pierre, le roi Tristifère. Bref, une scène plus qu'importante qu'il convient d'avoir bien en mémoire. Cet épisode en tête-à-tête avec Catelyn est suivi peu après d'une nomination officielle où nous n'avons pas la confirmation du nom de l'héritier désigné par Robb, mais la scène est encore une fois intéressante. 7 personnes y assistent. 7 personnes qui connaissent le nom de l'héritier de Robb, et peut-être une 8e. Les jours suivaient les jours, et toujours la pluie persistait à tomber. Après avoir remonté tout du long la Bleufurque et puis dépassé les 7 rues, où la rivière se subdivisait en un fouillis de ruisseaux et de ruisselets, on traversa Sorse-Fangier, dont les étangs glauques et miroitants guettaient l'imprudent pour le déglutir, et où le terrain mouvant suçait les sabots des montures avec autant d'avidité qu'un mioche affamé le sein maternel. La marche était piquelante. Forcés d'abandonner la moitié des fourgons à la fange, on transféra leur chargement sur des mules et des chevaux de trait.
Lord Jason Mylister rattrapa Lost au beau milieu des marécages de Sorcefangier. Il restait plus d'une heure de jour quand il parut, suivi de sa propre colonne, mais Robb résolut de faire halte immédiatement, et il pria Sir Reynald Westrelin d'amener Catelyn sous sa tente. A Storm of Swords, Catelyn 5. Ensuite une scène où un capitaine narre à Robb et à ses généraux la mort de Balon Greyjoy et le retour du Shuka, Euron Greyjoy, à pic. Puis Sir Reynald raccompagne le capitaine, et seules 7 personnes restent dans la tente. Jason Mylister, le Lard John Omble, Maegor Mormont, Galbar Glover, Edmure Tully, Robb et Catelyn. Robb leur expose son plan pour reprendre Moat Cailin et envoie Maegor Mormont et Galbar Glover dans le Neck afin de retrouver les paludiers. Puis Grisot bouge. Par quel miracle mes bateaux le trouveront-ils ? Contentez-vous d'arborer ma bannière, répondit Robb. Ce sont les gens des palus qui vous trouveront. Je veux 2 bateaux pour doubler les chances que mon message atteigne Hollandrid. Lady Meg montra l'un d'eux, Galbart l'autre. Il se tourna vers ceux qu'il venait de nommer. Vous serez porteur de lettres pour ceux des seigneurs mes vassaux qui n'ont pas quitté le Nord, mais au cas où vous auriez la malfortune d'être capturés, chacun des ordres qu'elles contiendront sera falsifié. A Storm of Swords, Catelyn 5. 2 des 7 vont donc partir pour le Neck. Jason Mylister est censé rester à Salvemer avec Catelyn et le Lard John Omble conduire l'avant-garde venue du sud. Mais la suite, on la connaît. Le plan audacieux de Robb ne sera jamais mis en application, les noces pourpres ayant fait leur office. Peu avant que les 7 ne se séparent, Robb aborde un dernier point. Lord Balon n'a laissé derrière lui que le chaos, nous le souhaitons. Je ne saurais faire de même. Or, il se trouve que je n'ai pas de fils pour l'instant, que mes frères Bran et Rickon sont morts et que ma sœur est mariée à un Lannister. J'ai longuement et consciencieusement médité le choix de mon éventuel successeur. Je vous ordonne maintenant, à vous qui êtes mes nobles, fidèles et loyaux sujets, d'apposer vos sceaux sur le document que voici, en tant que témoin de mes volontés. A Storm of Swords, Catelyn 5. 5 signatures donc, 5 sceaux, outre probablement la signature et le sceau royal de Robb, pour reconnaître l'héritier du roi du Nord, Mylister et Tully pour le Conflent, Omble, Glover et Mormont pour le Nord. Ce qu'est devenu le document signé, qui légitime probablement Jon Snow et fait de lui Jon Stark, roi du Nord ? Nul ne le sait. Robb l'a-t-il gardé sur lui ? Auquel cas, le document a été pris lors des noces pourpres, mais on n'en entend jamais parler en tout cas. Lady Cœur de Pierre. Retournons donc à A Feast for Crows et A Dance with Dragons. Les noces pourpres ont eu lieu, et parmi les 7 personnes au courant du nom de l'héritier de Robb, une est morte. Robb. Une est morte et a été ramenée à la vie. Catelyn. 2 ont été faits prisonniers lors des noces pourpres, Edmure et le Lard John Omble. Jason Mylister est prisonnier à Salvemer, et les 2 derniers sont en vadrouille dans le Neck. On éludera volontairement les 2 dans le Neck parce qu'on ignore ce qu'ils sont devenus. Et les 2 prisonniers aux jumeaux, Omble et Mylister, qu'on n'a pas revus non plus depuis. Les 2 Tully sont donc ceux qui vont nous intéresser. Commençons par Catelyn. Pour le lecteur non averti, donc, Lady Cœur de Pierre se contente visiblement de pendre des frais au petit bonheur la chance et de se venger ainsi des noces pourpres. Mais comme il paraît que le roman est écrit par George R.R. Martin, si on essayait de creuser un peu pour voir s'il n'y a pas plus ? Le premier frais pendu est Pétir le boutonneux. Outre le petit clin d'œil de George Martin qui s'amuse à faire d'un Pétir la première victime de Catelyn, Pétir ne sert visiblement qu'à attirer un plus gros poisson. D'où le piège de la rançon. Mérette Frey est la deuxième victime. Je laisse à chacun le soin de juger si le fait de boire avec le Lard John a fait de lui un membre actif des noces et s'il méritait de mourir, mais force est de constater que sa mort n'est pas la seule raison du piège tendu par la bande de hors-la-loi dans l'épilogue de Storm of Swords. Mérette a une triple utilité. L'or, bien entendu, la fameuse fausse rançon pour Pétir, et aussi quelques informations. N'importe quoi qu'il était prêt à leur dire, le Mérette, si ça devait te le sauver. Que voulez-vous savoir ? Je vous dirai la vérité vraie, je le jure.
Le brigand l'enveloppa dans un sourire encourageant. « Eh bien, il se trouve que nous recherchons un chien qui s'est échappé. » « Un chien ?» Meret nageait complètement. « Quel genre de chien ?» Il répond au nom de Sandor Clegane. Doros affirme qu'il était en route pour les jumeaux. Nous avons retrouvé les passeurs qui lui ont fait franchir le trident, ainsi que le malheureux butor qu'il a dépouillé sur le grand chemin. L'auriez-vous vu aux noces, par hasard ? Noces pourpres ? Le Meret, il t'avait le crâne comme prêt à éclater, mais il fit de son mieux pour rassembler ses souvenirs. Quoique ça avait été un foutu bordel, il y aurait toujours eu quelqu'un pour le signaler, que le chien de Geoffrey, il reniflait dans les parages des jumeaux. Il ne se trouvait pas à l'intérieur du château, pas au grand festin toujours. Bon, il aurait pu être au festin des bâtards, ou bien dans les camps, mais... Non, quelqu'un l'aurait dit. Il aurait eu un gosse avec lui, insista le chanteur. Une petite fille d'environ 10 ans, ou un garçonnet du même âge, peut-être. Je ne pense pas, dit Meret. Pas que je sache. Non ? Ah, comme c'est dommage. Tant pis, on vous hisse. The Storm of Swords, épilogue. Dans sa folie vengeresse zombiesque, Catelyn semble toutefois fort s'intéresser au sort de ses filles. Elle a appris que le limier et Arya ont été aperçus peu avant les noces, et elle est à la recherche de sa fille. À noter que les pendaisons successives de Pétyr et de Meret n'ont pas lieu n'importe où. Ils sont, eh bien, à Vieille-Pierre. Où d'autre pourrait-il être ? Le lieu même où Robb a parlé à sa mère de son héritier pour la première fois, sur la tombe même de Tristifère d'Aluve. Dans la salle des rois défunts, Jenny, tout là-haut, dansait avec ses fantômes. « Tire-toi de là, dit Meret. C'est sur un roi que tu es assis. » Il s'en fout, le vieux Tristifère, de mon cul osseux. The Storm of Swords, épilogue. Et on a même les seules paroles connues de la chanson de Jenny en prime. Classe, non ? Meurtre, y a pas eu ! La voix de Meret s'était faite stridente. Vengeance, c'était. On avait le droit à notre vengeance. C'était la guerre. Aegon qu'on l'appelait, nous, Tintinabule, un pauvre simplet qui avait jamais fait de mal à personne. Eh ben, Lady Stark te lui a tranché la gorge. Même que dans les camps, on s'est perdu un demi-cent d'hommes. Et Sir Garth Bonru, le mari à Kyra, et Sir Titos, le fils à Jared, qu'une hache lui a défoncé le crâne. Et que le loup-garou à Stark, il te nous a tué 4 de louviers, arraché de l'épaule, le bras, notre maître piqueux, quoiqu'on l'avait déjà farci de carreaux. Ah, voilà pourquoi Zee avait cousu la tête au cou de Robb Stark après leur mort à tous les deux. Et le manteau jaune. Ça, c'est mon père qui l'a fait. Moi, j'ai fait que boire. Vous tueriez pas un homme pour avoir bu. Meret se souvint alors tout à coup d'un truc. Un truc qui pourrait bien te le sauver. On dit que Lord Beric, il accorde toujours un procès aux gens, qu'il tue jamais les gens s'il n'y a rien de prouvé contre eux. Vous pouvez rien prouver contre moi. Les noces pourpres, ça a été l'ouvrage à mon père, à Riman et à Roose Bolton. C'est Lothar qui a truqué les tentes pour qu'elles s'effondrent. Et c'est lui qui a mis les arbalétriers dans la tribune avec les musiciens. C'est Walder le bâtard qui a dirigé l'attaque dans les camps. The Storm of Swords, épilogue. Catelyn apprend donc 2 choses. Premièrement, que les Frey, Bolton, Lannister n'ont pas la vraie Arya. Et deuxièmement, qui a fait quoi dans les noces pourpres ? Riman, Lothar, Walder Rivers, etc. Ça, plus les pièces d'or. Meret n'a plus d'utilité et finit pendu. Mais loin de la folie qu'on lui prête en général, ce comportement semble tout ce qu'il y a de plus réfléchi, et les informations recherchées plus que précises. Poussons un peu plus en avant, et utilisons un peu Jaime et son arc narratif du Conflans. Car, il faut bien l'avouer, on a tous pesté quand on a appris dans A Feast for Crows que Cersei envoyait Jaime lever le siège de Vivzeg et qu'on allait se revisiter le Conflans pour la 314e fois en long, en large et en travers. Cet arc narratif n'a rien à voir avec Jaime Lannister. Tout ce qu'il fait dans le Conflans, à Vivzeg, aurait pu nous être rapporté par un corbeau dans un chapitre de Port-Réal pour le même résultat. Jaime n'est que le témoin involontaire et sans aucune compréhension des actions de la fraternité que seul le lecteur est à même de décortiquer, et vous allez voir que presque toutes les citations qui suivent sont issues des chapitres de Jaime.
Quelques-unes viennent des chapitres de Brienne dans le Conflent. La moitié des hommes que j'expédie chercher de la nourriture ne reviennent pas. Certains désertent. Nous en trouvons d'autres en train de mûrir sous des arbres, la corde au cou. Nous sommes tombés sur certains d'entre eux, voilà 2 jours, dit Jamie. Les éclaireurs d'Adam Marfeu les ont découverts en train de se balancer, la tronche toute noire, sous un pommier sauvage. Les cadavres avaient été dépouillés de tous leurs vêtements. A Feast for Crows, Jamie 5. Première information concernant la fraternité, comme ça, au détour d'une conversation anodine. La fraternité vole des vêtements Lannister. Contentons-nous de noter ce point pour l'instant. Nous y reviendrons plus tard. Au-delà du gibet, tentes et feux de camp s'éparpillaient en tous sens au petit bonheur. Pour assurer leur confort, la noblaille Frey et ses chevaliers avaient dressé leur pavillon vers l'amont, à l'écart des fosses d'aisance. L'aval foisonnait en revanche de taudis crottés, de fourgons et de chars à bœufs. Pour empêcher ces gars de finir par s'emmerder, Sir Rayman leur offre des putes, des combats de coqs et des battues de sangliers, déclara Sir Daven. Il s'est même dégoté, pour son propre usage, un putain de chanteur. Crois-le ou pas, notre tante ayant ramené de Port-Lanis Watt Blanche-Risette, il a jugé indispensable de posséder son baladin personnel. A Feast for Crows, Jamie 5. À Vivzeg, la situation est tendue. Le Silure tient la forteresse et Sir Rayman, l'héritier des jumeaux, mène, en titre en tout cas, le siège. Son fils, Sir Edwin, et Walder le Noir, Daven, Aemon Frey, le nouveau lord de Vivzeg, et les lords Piper et Vance bossent pour de vrai. Rayman, étant une outre à Vinas, passant son temps à courir les putes, Jamie le renvoie bien vite devant tout le monde. Sir Rayman survint là-dessus, gravissant d'un pas pesant les marches de la potence en compagnie d'une souillon à cheveux de paille aussi bourrée que lui. Elle avait une robe qui se lassait par devant, mais quelqu'un l'avait débraillée jusqu'au nombril, de sorte que ses seins s'éparpillaient à l'air. Ils étaient gros et lourds, avec de gros tétons bruns. Sur sa tête était posé de guingois un bandeau de bronze martelé, gravé de runes et ceinturé de petites épées noires. Rayman Frey s'effondra sur ses 2 genoux. « Je n'ai absolument rien fait, sauf boire et courir les putes. Je sais. Je suis l'héritier du pont, vous ne pouvez pas. Je vous ai prévenu d'avoir à vous taire. » Jamie le regarda devenir blême. Un poivreau, un pitre et un pleutre. Lord Walder ferait mieux de lui survivre, ou les frais sont fichus. Vous êtes congédié, sœur. Congédié ? Vous m'avez entendu. Tirez-vous. Mais où devrais-je aller ? En enfer, ou chez vous, comme vous préférez. Prenez garde à ne plus vous trouver dans le camp au lever du soleil. Libre à vous d'emmener votre reine des putes, mais sans sa couronne. Jamie se détourna de Sir Rayman au profit de son fils. Edwin, je vous confie le commandement qu'exerçait jusqu'ici votre père. Tâchez de ne pas vous montrer aussi bouché que lui. Cela ne devrait pas soulever beaucoup de difficultés, messire. Envoyez un message à Lord Walder. La couronne réclame tous les prisonniers qu'il détient. Jamie agita sa main d'or. Sir Lyle, amenez-le. Edmure Tully était tombé à plat ventre sur le plancher de la potence lorsque la lame de Sir Eileen avait sectionné la corde. Un pied de chanvre prolongeait encore le nœud coulant qui entourait son cou. Le sanglier en saisit l'extrémité et tira dessus pour le remettre sur pied. « Une truite en laisse !» dit-il en pouffant. « Voilà un spectacle que je n'avais jamais vu jusqu'ici. » Les frais s'écartèrent pour leur livrer passage. Pas mal de gens s'étaient amassés au pied de l'échafaudage, y inclus une 12aine de traînées de camps plus ou moins dévêtus. Jamie remarqua dans le tas un individu qui tenait une harpe. « Oh là, toi le chanteur, suis-moi !» L'interpellé ôta son chapeau. « À vos ordres, messire. » The Storm of Swords, Jamie 6. Un chanteur, hein ? Son propre baladin ? Il s'agit bien entendu de Tom Dessette, comme on en aura la confirmation juste après. Tom qui fait partie de la fraternité. Tom qui apprend ici 2 informations d'importance capitale. Premièrement, Sir Rayman Frey s'apprête à quitter Vivzeg pour les jumeaux et il détient la couronne de Robb, dont il a couronné sa pute. Quel homme de bon goût. Deuxièmement, les prisonniers capturés aux noces pourpres vont être transférés sous peu depuis les jumeaux jusqu'à Port-Réal. La première information sera bien vite utilisée. Dès le chapitre suivant de Jamie, on en apprend le dénouement.
C'est bien vous qui l'avez réexpédié dans ses foyers, n'est-ce pas? Il fallait bien que quelqu'un s'en charge. Serait-il arrivé quelque malheur à Sir Riemann? Il a été pendu avec tout son monde, expliqua Walder Rivers. Les hors-la-loi les ont attrapés à 2 lieues au sud de Beaumarchais. Dondarion? Demanda Jamie. Lui, ou Tauros, ou cette garce de cœur de pierre. Jamie fronça les sourcils. Sir Riemann n'avait été qu'un imbécile, un lâche et un poivreau, et il ne risquait pas de manquer beaucoup à personne, et surtout pas le moins du monde à la fine coterie Frey. Si les yeux secs d'Edwin avaient la moindre valeur d'indice, ses propres fils eux-mêmes ne le pleureraient pas éternellement. Néanmoins, ces hors-la-loi s'enhardissent de plus en plus, puisqu'ils ont le toupet de pendre l'héritier de Lord Walder à moins d'une journée de cheval des jumeaux. Combien d'hommes Sir Riemann avait-il avec lui? Questionna-t-il. 3 chevaliers et une douzaine d'hommes d'armes, répondit Rivers. On en viendrait presque à croire que ces meurtriers savaient qu'il allait retourner aux jumeaux, et avec une modeste escorte. A Feast for Crows, Jamie 7. Edwin accuse son frère Walder le Noir, mais nous savons ce qu'il en est. C'est la preuve que Tom des Sept communique avec le reste de la fraternité. Information importante. Il n'a pas simplement décidé de la quitter pour devenir troubadour de château. Le meurtre de Sir Riemann répond à un double objectif. Il est l'un des organisateurs des noces pourpres citées par Meret avec Walder le Noir et Edwin Frey. Et il détenait surtout la couronne de Rob que Kathleen voulait récupérer. Et justement, chapitre de Brienne. « Laissez-les partir !» supplia Brienne. La femme en gris ne répondit pas. Elle examina l'épée, le parchemin, la couronne de bronze et de fer. Finalement, sa main s'éleva jusque sous sa mâchoire, et elle s'étreignait le cou comme si elle voulait s'étrangler elle-même. A Feast for Crows, Brienne 8. La couronne a bien été récupérée. La deuxième information est essentielle également. Le transfert des prisonniers. Omble, Mormont, Malister, Piper, Manderley. Les maisons qui ne peuvent s'opposer ouvertement à la couronne, car ils ont un proche qui a été capturé lors des noces pourpres, est longue comme le bras, et une libération de ces otages est une étape primordiale, préalable à tout soulèvement potentiel. Laissons cela de côté et revenons à la pendaison de Meret, qui a eu lieu, rappelez-vous, à Vieille-Pierre. On a vu la pendaison en live dans l'épilogue de Storm of Swords. Voyons un peu ce qu'on en dit un peu plus tard dans A Feast for Crows. Les hors-la-loi qui ont assassiné votre époux, ils appartenaient à la clique de Lord Beric? C'est ce que nous avons pensé tout d'abord. Malgré ses cheveux grisonnants, elle était encore une belle femme. À leur départ de Vieille-Pierre, les meurtriers se sont séparés. Lord Viprin a suivi la piste d'une bande jusqu'à Beaumarchais, puis a perdu ses traces. Avec des veneurs et des limiers, Walder le Noir est entré dans Sorce-Fangier, derrière la Sconde. Les manants ont commencé par nier l'avoir vu passer, mais un interrogatoire sévère leur a finalement fait chanter une autre chanson. Ils ont parlé d'un borgne et d'un individu vêtu d'un manteau jaune, ainsi que d'une femme emmitouflée dans une pèlerine dont le capuchon dissimulait ses traits. A Feast for Crows, Jamie 4. Vous avez tous reconnu Jack Bonchance, Lim et Kathleen, mais c'est leur itinéraire qui est ici intéressant. La fraternité s'est divisée en deux. Une partie est allée au sud de Beaumarchais afin de pendre Sir Riemann et récupérer la couronne. L'autre groupe, composé de Jack, Lim et Kathleen, est allé à Sorce-Fangier. Loin, très loin. Un énorme et inutile détour vers les marais du Nec. Pourquoi? Une réponse possible est au début de cet article. Si, souvenez-vous. Lord Jason Malister rattrapa Lost au beau milieu des marécages de Sorce-Fangier. Il restait plus d'1 heure de jour quand il parut, suivi de sa propre colonne, mais Rob résolut de faire halte immédiatement. The Storm of Swords, Kathleen 5. C'est bien à Sorce-Fangier que Rob a eu sa petite réunion avec Malister, le Lard John, Glover, Meg et Mormont, Edmure et sa mère. Et c'est là qu'il leur a fait signer le fameux décret légitimant, probablement, Jon Snow. Puis il a envoyé Meg et Glover dans le Nec avec de fausses lettres, au cas où ils se fassent capturer. Du coup, qu'est devenu le fameux document? Aucun des prisonniers ne l'avait sur lui,
Robb et Catelyn non plus, visiblement, ou en tout cas, nul n'en fait mention dans les point of view des Lannister. Mormont et Clover n'ont certainement pas emporté ce document, sinon, à quoi bon emporter de fausses lettres? Du coup, et si le document portant les sceaux était resté caché du côté de Sor Fangier, là même où il a été écrit et signé? En ce cas, le détour de Lady Cœur de Pierre en personne, elle seule était présente et savait où le document était caché, s'explique. Elle n'était donc pas présente personnellement à la pendaison de Sir Rayman, et regarder des frais pendus gratuitement au bout d'une corde n'est donc pas son but ultime dans sa non-vie. Catelyn a donc récupéré le document, puis la couronne. Toujours incohérente et portée par la folie et la vengeance, les actions de Lady Cœur de Pierre? Le siège de Vivzeg. On a fait le tour de Catelyn pour l'instant, mais pas de la fraternité. Retrouvons donc notre ami Tom Dessette dans ses œuvres James Bondiennes. Un vrai flashback. Revenons donc avant la chute de Vivzeg que nous avons copieusement contourné jusqu'à maintenant. Petit rappel du déroulement du siège. Jaime arrive, prend le commandement, vire Rayman Frey qui se fera pendre, a une discussion avec Edmure, puis une discussion sur le pont avec le Silure, puis il laisse Edmure entrer à Vivzeg pour convaincre son oncle de rendre la forteresse. Edmure s'exécute, la forteresse se rend, mais le Silure s'est enfui. C'est frais pour tout le monde? Très bien. Juste avant d'envoyer Edmure convaincre le Silure de rendre la forteresse, Jaime a une discussion passionnante avec Edmure. Discussion dans laquelle il lui laisse le choix entre une reddition pacifique et une reddition accompagnée de morts hideuses et sanglantes. Une fois l'alternative proposée, Jaime laisse Edmure seul dans son bain cogiter sur les deux offres. Seul? Vraiment? Edmure Tully retrouva finalement sa voix. Je pourrais enjamber le bord de cette baignoire et vous tuer, là, sur place, régicide. Vous pourriez essayer. Jaime attendit de pied ferme. Constatant qu'Edmure ne faisait nullement mine de se lever, il reprit. Je vais vous laisser déguster votre repas. Toi, le chanteur, joue donc pour notre hôte pendant qu'il mange. Tu connais la chanson, j'imagine. Celle sur les pluies? Ouais, messire, je la connais. Edmure eut l'air de découvrir tout à coup la présence de ce dernier. Non, pas lui. Débarrassez-moi de sa personne. Mais c'est simplement une chanson, dit Jaime. Il n'a peut-être pas une voix si désagréable que ça. A Feast for Crows, Jaime 6. Le « pas lui » est assez éloquent. Tout le monde se souvient de la fameuse chanson de la truite flasque, évoquant le pénis d'Edmure, composée par Tom Dessette et qui fit d'Edmure la risée du Conflent pendant sa jeunesse. Sûr qu'Edmure a reconnu Tom et qu'il n'est pas ravi. Jaime, lui, n'y voit qu'une classique occasion de faire jouer les pluies de Castamir, histoire qu'Edmure sache bien ce qui attend les occupants de la forteresse. Tactique classique de Lannister, si l'on peut dire. Voilà donc Tom Dessette, l'homme de la fraternité, l'homme de Catelyn, donc, seul avec Edmure pendant un temps assez long. Le temps de mettre Edmure au courant de tous les plans de sa défunte sœur. Edmure étant l'une des personnes au courant de l'identité de l'héritier, le voilà maintenant au courant des plans. Or, quelques heures plus tard, vous m'avez mis en demeure de livrer mon château, pas mon oncle. Est-ce ma faute, à moi, si vos gens l'ont laissé se faufiler à travers vos lignes de siège? Son ironie n'amusa pas Jaime. Où est-il? Fit-il, sans se soucier de dissimuler son exaspération. Ces hommes avaient fouillé la forteresse à 3 reprises de fond en comble, et Brydon Tully était demeuré parfaitement introuvable. A Feast for Crows, Jaime 7. Ok, le Silure pète la classe. Ça, on le savait déjà. Et Edmure a à cœur de se rattraper de la culpabilité qu'il ressent pour avoir batifolé pendant qu'on tuait son roi. On ignore si Brandon était au courant dès le départ de l'identité de l'héritier. Le fait que la bannière Stark flottait encore sur Vivzeg semble indiquer que oui. Jaime distinguait nettement des archers qui circulaient derrière les merlons des remparts du château.
Au-dessus de leur tête flottaient les bannières de la maison Tully, la provocante truite au bond d'argent sur son champ strié de bleu et de rouge. Mais la plus haute tour arborait un étendard différent, un long étendard blanc frappé du loup-garou. Le blason des Stark. A Feast for Crows, Jaime V. Même s'il ne faisait pas partie des 7 personnages présents, il était le gouverneur des marches du sud de Robb et son général le plus compétent. Peut-être fut-il mis dans la confidence par Robb ou par Catelyn, dans une ellipse qui n'est pas parvenue jusqu'au lecteur. Un dernier indice penche en cette faveur dans le dialogue entre Brynden et Jaime. Serais-je promené en grande pompe dans tout Port-Réal afin de mourir comme Eddard Stark ? Je vous permettrai de prendre le noir. Le bâtard de Ned Stark est lord commandant du mur. Les yeux du silure se plissèrent. Est-ce votre père qui a pris des dispositions pour cela aussi ? Catelyn s'est toujours défiée du garçon, pour autant que je m'en souvienne, comme elle s'est toujours défiée de Theon Greyjoy. Il semblerait qu'elle ait vu juste pour les deux. Non, sœur. Je crois que c'est non. J'entends mourir au chaud, ne vous déplaise, avec une épée au poing ruisselante et rouge de sang de lion. A Feast for Crows, Jaime VI. Bizarre. Le silure n'a jamais rencontré Jon Snow. Jamais. Pourquoi un tel a priori négatif ? Certes, Catelyn s'en défiait, mais le silure était également proche de Robb, qui, lui, estimait grandement Jon. Il paraît peu concevable que les silures, même s'ils prêtaient quelques crédits aux propos de Catelyn, puissent envisager une seule seconde que l'élection de Jon soit le fait d'une collusion avec Tywin Lannister. Du coup, pourquoi cette agressivité à la mention de Jon ? Peut-être pour brouiller les pistes ? Si le silure est au courant que Jon est l'héritier de Robb, alors autant détourner au maximum les Lannister de l'idée qu'ils puissent estimer Jon un tant soit peu. Reste que cela ne répond pas à la principale interrogation. Où, diable, est Sir Brynden ? Nulle trace de lui dans le Conflent. Dans le nord ? Possible. Peut-il être l'homme encapuchonné de Winterfell ? Difficile à croire qu'il puisse appeler Théon fratricide, ou même le reconnaître. Bon, cette partie-là est un peu crackpot, mais il existe un autre endroit. Un endroit où le silure a ses entrées, car il y a passé les 20 dernières années de sa vie. Un endroit encore neutre dans la guerre, et dirigé par son neveu, enfin sur le papier. Or, depuis quelque temps, des seigneurs s'opposent ouvertement à Littlefinger. Oui, votre grâce. Pycelle l'accueillit dans son monceau de paperasse et la lissa soigneusement. C'est une déclaration, plutôt qu'une lettre, consignée à Rocherune par Ion Royce le Bronzé, par Lady Vambois, par les Lord Veneur, Rochefort et Bellemore, ainsi que par Simon Templeton, le chevalier de 9 étoiles, qui ont tous apposé leur sceau. Ils écrivent des tas de saletés. Libre à mes seigneurs d'en faire la lecture s'ils le désirent. Royce et sa clique sont en train de masser des troupes au bas des Eries. Ils entendent démettre Littlefinger de ses fonctions de Lord Protecteur du Val, et par la force si nécessaire. La question est, nous en laverons-nous les mains ? A Feast for Crows, Cersei 4. Alors, ne nous emballons pas. La réception de cette lettre précède de beaucoup la fuite de Sir Brynden, à moins que celui-ci, au courant de l'identité de l'héritier de Robb, n'ait pris les devants et suscité les seigneurs déclarant depuis Vivzeg à coups de corbeau à Ion Royce. En effet, l'identité même de ces maisons devrait faire tiquer. Non, convint Catelyn. En attendant que Jane te donne un fils, il te faut désigner un autre héritier. Elle réfléchit un moment. Le père de ton père était fils unique, mais son père avait une sœur qui épousa un fils cadet de Lord Raymar Royce, lui-même issu de la branche cadette. Ils eurent 3 filles, qui toutes épousèrent des seigneurs du Val. Un Vambois et un Corbray, de cela je suis sûre. Quant à la Benjamine, il se pourrait que c'était été un Templeton, mais... A Storm of Swords, Catelyn 5. Donc, les maisons Royce, Vambois et Templeton sont liées par le mariage aux Stark. 3 des 6 seigneurs déclarant. Intéressant, non ?
Quant au Rochefort... À 7 heures, dit Roose Bolton. J'en ai eu un autre jadis, d'Omeric. Un garçon calme, mais fort accompli. Il a servi 4 ans comme page de Lady Dustin et 3 dans le Val comme écuyer de Lord Rochefort. Il jouait de la haute harpe, lisait les chroniques et galopait comme le vent. Les chevaux... Cet enfant était fou de chevaux. Lady Dustin vous le confirmera. Même la fille de Lord Ricard n'aurait pu le distancer, et elle était admise cavale elle-même. Selon Rochefort, il faisait montre de belles promesses sur les lices. Un grand jouteur doit commencer par être un grand cavalier. Ramsay l'a tué. A Dance with Dragons, Schlingue 3. C'est Roose Bolton lui-même qui nous donne la réponse. Les Rochefort ne doivent pas avoir beaucoup de raisons d'aimer Ramsay. Domeric semblait très apprécié à Rochefort. Cela fait quand même 4 sur les 6 qui ont un lien avec le Nord. Coïncidence ? Dans le cadre de la version la plus crackpot de la théorie, on peut supposer que le but de Sir Brandon et de son évasion pourrait être de ranger le Val du côté du Nord. Le Val est une région puissante, encore épargnée par la guerre, et Robert Arryn est le cousin de Robb, après tout. Bon, j'en conviens, cette partie-là est un peu plus tirée par les cheveux que le reste, mais ce n'est pas tout. Brandon n'est pas le seul à quitter Vivzeg après la reddition de la forteresse. 2 hommes ne firent pas le choix de partir avec les autres. Sir Desmond Grell, le vieux maître d'armes de Lord Hoster, préféra prendre le noir. De même fit Sir Robin Ryger, capitaine des gardes de Vivzeg. « Ce château a été mon chez-moi pendant 40 ans, déclara Grell. Vous prétendez que je suis libre de partir. Mais de partir pour où? Je suis trop vieux et trop corpulent pour faire un chevalier errant. Mais un homme est toujours le bienvenu au mur. À votre guise, répondit Jamie, malgré la foutue complication que cela causait. Il leur permit de conserver leurs armes et armures et leur assigna pour escorte jusqu'à Viergetan une 12aine de sbires de Gregor Clegane. Il en confia le commandement à Rafford, celui qu'on surnommait Tout-Miel. Veille à ce que le prisonnier arrive à Viergetan sans la moindre avarie, lui ordonna-t-il, ou alors les sévices que Sir Gregor a fait subir à la chèvre auront l'air d'une abusette rigolote, comparée à ceux que je t'infligerai. A Feast for Crows, Jamie 7. Aucun des deux n'est du menu fretin. Grell était le gouverneur de Vivzeg quand Edmure n'était pas là. Il a vu naître et grandir Catelyn, a assisté à son mariage avec Eddard. C'est lui qui répugne à lui infliger la moindre punition après sa libération de Jaime. Un vrai loyaliste. Ryger est du même acabit. C'est lui qui poursuit Jaime et Brienne après l'évasion du premier. Il est au service de Lord Hoster depuis des années. Leur décision de prendre le noir est cohérente. Pourquoi pas, après tout? Des hommes d'honneur qui rejoignent le mur, ce ne serait pas une première. Mais tout de même, 2 hommes, toujours doubler les messages, comme avec Mormont et Glover, en partance pour l'endroit où se trouve l'héritier nommé par Robb après qu'Edmure ait pu transmettre aux Silures ce que Tom lui avait rapporté de la part de Catelyn. C'est gros, non? Et si leur destination est bien le mur, que peuvent-ils bien aller y chercher? Sinon, Jon. Reste l'information principale, peut-être la plus capitale, comme ça, au détour d'une fin de conversation. Jaime ne lui avait pas prêté beaucoup d'attention jusque-là. C'était un petit bonhomme, accoutré de braies vertes en loques et d'une tunique élimée d'un ton vert plus clair, dont les trous étaient couverts par des empiècements de cuir marron. Il avait le nez long et pointu, un grand sourire désinvolte, de fins cheveux bruns balayent son col, sale et plein d'accrocs. 50 ans comme rien, songea Jaime. Une harpe errante et durement usée par la vie. « Tu n'appartenais pas à Sir Ryman quand je t'ai découvert ?» demanda-t-il. « Seulement depuis une quinzaine. »« Je me serais attendu à ce que tu partes avec les frais, » fit remarquer Jaime. « Celui qui est là-haut est un frais, » dit le chanteur en désignant Lord Aemon d'un signe de tête. « Et ce château m'a l'air d'un joli lieu douillet pour passer l'hiver. Wat Blanche-Risette est rentré chez lui avec Sir Forley. Alors, j'ai pensé que je verrais bien s'il m'était possible de gagner sa place. Wat possède cette haute voix suave avec laquelle mes pareils ne peuvent se flatter de rivaliser. Mais je connais 2 fois plus de chansons paillardes que lui, sauf le respect dû à Messire.
Ma tante et toi devriez alors vous entendre comme larron en foire, dit Jamie. Si tu souhaites hiverner ici, débrouille-toi pour que le répertoire que tu joueras plaise à Lady Jenna. C'est elle qui compte. Pas vous? Ma place est avec le roi. Je ne resterai pas ici longtemps. Voilà une nouvelle qui m'afflige, messire. Je connais de meilleures chansons que les pluies de Castamir. J'aurais pu vous jouer, bon, toutes sortes de trucs. Ce sera pour une autre fois, répondit Jamie. Est-ce que tu as un nom? Tom des 7 rues, s'il plaît à messire. Le chanteur souleva son chapeau. Et la plupart des gens m'appellent Tom des 7 tout court. Chante plaisamment, Tom des 7. A Feast for Crows, Jamie 7. Si ça, c'est pas de la menace à peine voilée, je vais vous chanter un truc plus gore que les pluies de Castamir, vous restez pas? Oh, comme c'est dommage! Outre l'outrecuidance de Tom, on peut vraiment s'interroger sur la raison pour laquelle il décide de rester à Vivzeg. Jamie part. Or, si c'est juste lui que Kathleen veut, quel intérêt de laisser Tom infiltrer à Vivzeg? La réponse nous est peut-être donnée par Daven. Sir Daven renifla. J'épouserai ma fouinette, et je la sauterai, n'aie crainte. Je sais ce qui est arrivé à Robb Stark. Mais si j'en crois ce que me débite Edwin, je ferais mieux d'en choisir une, encore un pubère, sans quoi j'aurais toute chance de découvrir que Welder le Noir en a eu la primeur. Je suis prêt à parier qu'il s'est farci l'ami corps de garde, et plus de 3 fois. Ce qui pourrait bien expliquer la bigoterie de Lancel et la méchante humeur de son paternel. A Feast for Crows, Jamie 5. Ah, les mariages! Toujours un grand moment dans le trône de fer. Et un nouveau mariage se prépare donc, à Vivzeg cette fois, celui de Daven Lannister, gouverneur de l'Ouest, et d'une Frey. Un mariage à Vivzeg, entre un Lannister et une Frey. Tom des 7 infiltré, Jamie capturé, des uniformes ennemis volés. Oh, et même un décret royal volé à Brienne, certifiant que son porteur est chargé d'une mission par le roi Tommen qui pourra s'avérer très utile. La prochaine étape est assez logique au final. La libération des prisonniers dans un premier temps, et Jamie aidant une sanglante vengeance lors du mariage de Daven. Des secondes noces pourpres. Au passage, cela fait pas mal relativiser le dernier chapitre de Jamie de Dance with Dragons et sa capture par Brienne. Si le plan de Cœur de Pierre, outre le couronnement de Jon, est d'organiser la chute des Frey dans le Conflent, et celle de Jamie lors du mariage de Daven, alors Jamie ne sera pas simplement pendu sans autre forme de procès dès qu'il arrivera à elle, et plein de choses peuvent ensuite se passer. Je ne dis pas que les secondes noces pourpres vont forcément avoir lieu. Je dis qu'elles sont prévues par Lady Catelyn. Ce que prévoient les personnages, bien souvent, dans le trône de fer. Pour conclure, reste le principal point d'interrogation. Si les mouvements de Catelyn semblent bien répondre à une logique, récupérer le décret légitimant l'héritier de Robb, récupérer la couronne de Robb, informer son frère de ses plans et exfiltrer le silure, capturer Jaime Lannister vivant, voler des uniformes. Tout cela semble froid et rationnel, même si le but reste une vengeance sanglante et aveugle. On ne peut pas nier que les actes de Catelyn sont tout sauf illogiques. Mais dans quel but ? Pour moi, le détour à Sorcefangier est le point le plus crucial des actions de la fraternité. Eh oui, je sais, ça paraît incroyable au premier abord, mais je pense en effet que Catelyn a l'intention de libérer les prisonniers des Noces pourpres et de libérer Vivzeg au nom du Royaume du Nord, et continuer la lutte pour que l'héritier légitimement désigné par Robb puisse prendre la place qui lui est due. Jon Stark, roi de l'hiver et seigneur légitime de Winterfell. Dernier point de ce chapitre. Répondre aux objections légitimes qui vous ont forcément traversé la tête en lisant tout ça. Catelyn, couronnée de Jon, non mais tu te fous de nous là? C'est totalement incohérent. Bah non. Au contraire. Catelyn, vivante, détestait Jon.
elle détestait ce qu'il représentait, la trahison de son époux, et le danger qu'il représentait pour la lignée de son fils. Rob mort, elle a des cibles beaucoup plus grosses à haïr que John. Elle a appris de la bouche de Meret que même ses ennemis ignoraient où était Arya. Et la volonté de faire respecter les dernières volontés de son fils adoré n'est pas anodine. Sans oublier le ressort dramatique absolument martinesque. Faire de Catelyn celle qui compte mener Jon à la royauté. Un tel revirement est tout à fait dans le ton de la saga. D'autres explications sont bien entendu possibles. Elle peut aussi récupérer le document à Sorcefangier dans le but de le détruire. Mais en ce cas, son but devient bien plus obscur. Elle n'a aucune information sur le devenir de Sansa, qui est toujours mariée au lutin. Du coup, pour qui continuer la lutte ? L'hiver vient, et la vie de brigandage dans le Conflent ne peut pas durer éternellement. En particulier dans un royaume pacifié.